Bonjour, je suis le docteur Carlos Polo et voici la troisième vidéo d'une série sur la vitamine B12. La première vidéo, nous avions parlé un peu de la physiologie. La deuxième vidéo, nous avons parlé des problèmes d'interaction médicamenteuse avec l'inhibiteur de la pompe à protons et la metformine et les possibilités de carence liées à ces médications. Et aujourd'hui, nous allons plus parler un peu plus de la supplémentation. Et dans cette diapositive de présentation ici, vous voyez le schéma de la molécule cobalamine et il y a donc un noyau de corine et donc vous voyez au centre le CO. Le CO, c'est le cobalt, c'est pour ça qu'on appelle ça la cobalamine. Donc nous allons passer à la diapositive suivante d'emblée. Eh bien, après toutes ces vidéos thématiques sur la physiologie, l'interaction médicamenteuse, une fois le diagnostic posé de carence en vitamine B12 ou pour la prévention, eh bien, est-ce que on doit passer systématiquement par une injection intramusculaire de vitamine B12? Eh bien, il semble que ce ne soit plus vraiment le cas actuellement. D'après les études, il y a vraiment un petit changement de paradigme. Et si on injecte encore par vitamine B12, c'est parce que pour des raisons médico-légales et puis par habitude de prescription. En effet, pourquoi? Parce qu'en fait, même en, comment dire, en donnant une forte dose de vitamine B12, eh bien, il y a quand même une petite partie qui passe au travers de l'intestin par diffusion passive, c'est-à-dire que on n'a pas forcément besoin du transporteur dit CUBAM. Donc, quelqu'un qui a un problème d'absorption de la vitamine B12 par manque de facteurs intrinsèques, en donnant une forte dose de vitamine B12, c'est-à-dire 1000 à 2000 microgrammes par jour, on sature la voie passive et on restaure les réserves aussi efficacement que par injection, en sachant que le corps a besoin de 1 à 3 microgrammes par jour de vitamine B12. Donc en prenant 2000 microgrammes par jour, eh bien, il y a quand même un petit pourcentage qui va passer et qui va permettre de restaurer les fonctions physiologiques et éviter une grosse carence. Mais si par exemple, dans les habitudes de prescription, on donne par voie injectable, il y a un schéma d'attaque qui reste classique, c'est-à-dire 1 milligramme par jour pendant une semaine en injectable, puis 1 milligramme par semaine, puis pendant un mois, 1 milligramme par mois en entretien. Mais il faut bien retenir ceci, pour beaucoup de patients, l'oral à haute dose est un traitement alternatif tout aussi valable et surtout moins contraignant puisque finalement c'est moins invasif. Nous allons passer à la diapositive suivante pour voir comment on peut traiter ou éviter une carence par des moyens alternatifs sur la vitamine B12. Alors, une voie alternative pour améliorer et réduire les carences en vitamine B12, c'est le fait de savoir que 50% de la population mondiale est infectée à Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui va dans l'estomac et qui va abîmer la paroi de l'estomac. Or, nous savons que dans la physiologie de la vitamine B12, les cellules de la paroi abdominale, les cellules gastriques, vont synthétiser le facteur intrinsèque. Donc, si nous savons qu'une bonne partie de la population est infectée à Helicobacter pylori, il faut trouver des moyens pour atténuer cette infection. Et un des moyens, c'est la curcumine. La curcumine, c'est le polyphénol présent dans le curcuma. Et comment fait la curcumine pour inhiber Helicobacter pylori? Il utilise deux voies. L'inhibition de la voie du shikimate, qui est une voie spécifique métabolique à Helicobacter pylori, et la curcumine inhibe une enzyme de cette voie métabolique et donc on inhibe un peu cette bactérie. Et la deuxième chose, c'est la diminution, la suppression de l'inflammation, notamment par le facteur NF-κB, qui est un facteur pro-inflammatoire. Et donc la curcumine inhibe cette voie du NF-κB.
NF-kappa B, pardon. Et nous savons que l'inflammation, ça abîme aussi les muqueuses gastriques. Mais il y a aussi une précaution d'emploi avec la curcumine, c'est-à-dire que la curcumine active une enzyme hépatique, le cytochrome 3A4, et qui peut réduire l'efficacité de certains médicaments pris en parallèle, notamment les statines, les antihypertenseurs ou bien les inhibiteurs de la pompe à protons. Donc, et c'est encore plus amplifié si on prend de la curcumine et de la pipérine, qui est souvent une petite molécule associée à la curcumine dans les compléments alimentaires. Donc, l'usage, malgré tout, doit être encadré médicalement chez les personnes qui prennent déjà plusieurs traitements. Mais c'est à essayer le curcuma comme voie intéressante pour réduire l'inflammation et améliorer la physiologie de l'estomac. Autre chose que je n'ai pas noté ici, c'est la prise d'argile. L'argile, c'est comme un pansement au niveau de la paroi gastrique. Et cela va se apposer sur la paroi gastrique. On peut aussi utiliser de la zéolite. Tout ça sont des poudres. Ce sont des poudres qui permettent de diminuer l'inflammation et de cicatriser l'estomac. Bien sûr, avec l'argile ou la zéolite, il faudra prendre la vitamine D, pardon, la vitamine B12 à distance, car l'argile ou la zéolite sont des poudres qui captent beaucoup de choses et il vaut mieux les prendre à 2 heures ou 3 heures de distance de tout complément alimentaire ou de médicaments. Donc voilà pour ces voies alternatives. Eh bien là, j'ai fait une petite diapositive de synthèse sur les mythes ou réalités et les habitudes de prescription. Donc, on va prendre un petit moment pour voir quelques idées reçues. La première idée, est-ce que manger de la viande suffit? Eh bien, en fait, ben, c'est incomplet. Si déjà on prend des IPP, inhibiteurs de la pompe à proton, ou si on prend de la metformine, eh bien, il y a deux blocages qui bloque l'absorption de la vitamine B12 et elle reste dans l'intestin en fin de compte. Hein. Donc par IPP, ben, on n'a pas le facteur intrinsèque et par la metformine, ben, ça risque de bloquer par antagonisme calcique au niveau du transporteur cubain. Donc ça, manger de la viande suffit, bah, pas forcément. Donc si vous avez déjà ces deux médicaments en plus déjà. La deuxième idée, l'injection est toujours plus efficace que les comprimés. Eh bien, il semble-t-il que ce ne soit plus le cas. Donc, si vous donnez une grosse, forte dose de vitamine B12, eh ben, c'est suffisant. Et la troisième idée, c'est une carence se voit toujours sur une prise de sang standard. Et ben, pas forcément, parce que si vous êtes dans la zone grise, en dessous de 200 picomoles par litre, eh bien, vous ne le voyez pas forcément. Et nous rappelons encore une fois que certains nutritionnistes disent qu'il faut vraiment être au-dessus de 200 picomoles par litre de vitamine B12. Ils vont même jusqu'à 700 pour être satisfaits, voire 1000 dans le dosage du sang. Ce qui est énorme, mais bon, c'est l'avis de certains nutritionnistes. Mais classiquement, on dit au-dessus de 200. Donc la zone grise en dessous de 200, entre 150 et 200, on ne sait pas trop. Donc voilà. C'était juste pour une petite synthèse sur cette diapositive. Passons à la diapositive suivante. Alors toujours une petite diapositive de synthèse sur des recommandations pratiques. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces vidéos qu'on a faites? Eh bien, il faut avoir une vigilance, surtout après 3 à 5 ans de traitement, si vous prenez de la metformine ou des inhibiteurs de la pompe à protons. Mais moi, je dirais que, en fait, si vous prenez déjà ces médicaments-là, bah, supplémentez-vous en vitamine B12, ça coûte rien. Ça coûte le prix du traitement, bien sûr. Et en parler à votre médecin traitant et demander un bilan de la vitamine B12. La deuxième recommandation, c'est que en fait, malgré tout, on peut avoir de l'anémie
Ne vous fiez pas à la taille des globules rouges parce que, normalement dans les carences en vitamine B12, les globules rouges sont plus gros, mais là, si vous êtes carencé en fer et ben, ça peut masquer les signes, habituels d'une carence en vitamine B12 dans la prise de sang. Donc c'est un piège. Mais bon, malgré tout, si vous avez de l'anémie, ben, il faudra prendre du fer ou de la vitamine B12 en même temps. La troisième recommandation, en fait, bah, c'est une supplémentation raisonnée par voie orale. Si vraiment vous êtes, carencé, une haute dose, hein, 2 000 à 3 000 microgrammes par jour. Donc, c'est possible de le faire et donc, mais il faudra toujours faire attention si, vous avez toujours plein de médicaments. Et si vous prenez des traitements, alternatifs comme de l'argile ou de la zeolite pour protéger vos intestins ou vos parois, gastriques, vos parois de l'estomac, il faudra donc prendre la vitamine B12 à distance. Bien sûr, référez-vous à votre professionnel de santé, à votre médecin ou à votre thérapeute pour être prudent et avoir un bon suivi. Eh bien là, je vais terminer cette vidéo. Je vous dis merci pour avoir écouté et nous reviendrons sur d'autres sujets, sur les vitamines, bien sûr, sur les ulcères, sur les sujets en rapport avec la médecine, la naturopathie. Et n'hésitez pas à me poster, à liker, à me donner des commentaires et même des idées, si vous voulez, de sujets que je pourrais traiter. À bientôt. C'était donc le docteur Carlos Polo et bonne journée.